2, 1, go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Salon de l'emploi de la mobilité publique. Nous avons été sollicités par la plateforme régionale des ressources humaines pour intervenir sur la thématique « Élaborer son projet professionnel ». L'objectif de cette intervention est de vous permettre de connaître les différents composants du projet professionnel, comprendre la démarche de son élaboration, savoir se poser les bonnes questions et avoir une méthodologie d'élaboration de son projet. Cette intervention, qui est prévue d'une durée d'1 heure, sera articulée en 2 temps. Un premier temps qui sera une présentation, on va dire descendante, de 25 minutes environ, et à l'issue, il y aura la possibilité d'échanger via le chat. Mais avant de commencer, nous allons nous présenter et présenter notre structure, le Centre de valorisation des ressources humaines de Tours. Pour ma part, je suis Martine Doriot, je suis conseillère en ressources humaines au sein du pôle itinéraire professionnel du CVRH de Tours. Ce matin, je suis accompagnée de mon collègue Luc De Alessandri, à qui je cède la parole. Eh bien, bonjour à tous, merci Martine. Donc, je suis ravi également d'être parmi vous ce matin. Donc, voilà, j'assure effectivement la présentation à 2 voix avec Martine. Donc, je me nomme Luc De Alessandri. Je suis conseiller ressources humaines également donc au CVRH de Tours. Et donc, le CVRH de Tours, pour vous présenter rapidement, donc nous sommes une entité territoriale du Centre de valorisation ministérielle des ressources humaines, CMVRH, qui est un service donc à la compétence nationale rattaché à la direction des ressources humaines du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, nous avons une zone d'action qui se situe sur les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, et donc nous accompagnons les agents du pôle ministériel sur ces 18 départements, notamment, dans leurs projets professionnels notamment, et donc dans leurs actions de formation. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Martine, nous nous retrouvons donc sur la thématique de l'élaboration d'un projet professionnel. Donc, avant de commencer, il nous semblait intéressant donc de bien comprendre la notion de projet professionnel. C'est toujours un petit peu frustrant et un petit peu déroutant parce que ça peut correspondre à beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'un projet professionnel? Donc, c'est avant tout un temps de réflexion qui va être basé sur soi et sur sa carrière. Il va s'agir donc de se donner un cap pour choisir des activités professionnelles qui seront adaptées à votre profil de compétences, qui seront réalistes et réalisables. Il s'agit également de se fixer donc des objectifs et de définir un environnement dans lequel vous souhaitez évoluer professionnellement parlant. C'est ainsi donc une représentation de ce que vous voulez faire à moyen ou long terme et des moyens donc que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir. Donc connaissances, compétences. Donc un projet professionnel, comme vous le voyez, ça va répondre à infiniment à beaucoup de questions qui peuvent être très propres à chacun. Donc sur notamment des compétences à mettre en œuvre pour accéder à un autre service en enrichissant votre parcours, ou alors cibler un autre métier qui soit proche ou non de celui que vous occupez actuellement, une évolution de l'organisation de votre service qui vous conduit à envisager un changement de poste. Il y a autant de questions qui peuvent intervenir donc dans l'élaboration d'un projet professionnel. Il faut savoir donc que le projet professionnel s'ancre au cœur de 3 sphères, de 3 étapes qui sont essentielles à bien comprendre avant d'aller de l'avant. Ces 3 sphères donc vont être un bilan donc d'ordre professionnel qui va être donc représenté par votre parcours professionnel et les compétences que vous détenez, donc à travers donc des compétences professionnelles, extra-professionnelles ou paraprofessionnelles, et également votre parcours de formation. Deuxième sphère est celle du bilan personnel, donc qui va consister à la connaissance de soi, donc à travers vos motivations, vos aspirations, vos valeurs de travail et vos centres d'intérêt. Et enfin, troisième et dernière sphère, donc c'est la connaissance de l'environnement professionnel, donc qui signifie plus ou moins les conditions de travail dans lesquelles vous évoluez et celles que vous recherchez. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces 3 sphères afin de bien comprendre les enjeux pour avancer dans votre projet professionnel. Donc première sphère, la plus importante, il s'agit du bilan professionnel. Donc il s'agit d'un bilan qui va être rétrospectif, qui va rassembler donc l'ensemble de vos expériences dans le cadre du travail, donc ces expériences professionnelles ou extra-professionnelles. Ça peut être par exemple des expériences de bénévolat dans une association ou paraprofessionnelles, comme par exemple des expériences de formateurs internes occasionnels. Toutes ces expériences ont mobilisé un ensemble de compétences dans des situations de travail données
dans un environnement professionnel. Il est important donc de savoir bien les identifier, de bien les comprendre et de les valoriser à travers notamment la notion de compétence. On y viendra juste derrière. Ce bilan professionnel est également marqué par votre parcours de formation. Donc, il y a une nécessité à ce moment-là, dans ce bilan, d'un travail de réflexion, de faire le point sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus faire, et de valoriser donc vos apports et plus spécifiquement vos compétences à travers deux phases. Donc, une phase de réflexion rétrospective, à savoir faire le bilan de votre parcours, et une phase de réflexion prospective, d'identification des pistes d'évolution professionnelle. Comme j'ai évoqué, donc, cette phase de bilan professionnel, elle va s'axer principalement sur la notion de compétence. Nous n'allons pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur cette notion de compétence, car c'est pas le sujet. Il est important de savoir de quoi on parle. Donc, rapidement, une compétence, pour rappel, c'est une combinaison donc, de vos connaissances, de vos savoir-faire et de vos savoir-être qui sont mobilisés de manière pertinente et efficace dans une situation donnée. Il faut savoir se poser donc les bonnes questions, quelles sont vos compétences clés, quelles sont vos réalisations et vos projets marquants qui ont mobilisé ces compétences à travers les différents postes occupés. Sans rentrer dans le détail, donc je vais vous renvoyer sur le stand des CMC, donc du salon virtuel, sur lequel donc on a mis à votre disposition une fiche repère donc sur ces compétences afin de vous aider donc à bien les identifier et les valoriser. Deuxième phase donc de ce projet professionnel, de cette compréhension du projet professionnel, c'est la phase de bilan personnel. Il s'agit donc tout simplement de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ma carrière ?» La notion de sens est très importante dans la définition de votre projet professionnel. Ce bilan personnel va également donc être marqué par l'identification de vos motivations. C'est un levier qui est central. Où est-ce que je trouve de la satisfaction dans le travail et où est-ce que j'en trouverai ? La motivation est propre à chacun et elle nécessite une vraie réflexion, donc à travers notamment donc l'utilisation d'outils qui sont à votre disposition. Là encore, je vous invite à aller voir, notamment dans le salon, donc différents stands qui peuvent vous aider à identifier mieux ces motivations. Il y a également la question de l'aspiration, donc vers quoi ai-je envie d'aller, et très important de recenser donc vos contraintes personnelles, mais également vos valeurs. Il est important aujourd'hui de bien prendre en compte donc vos contraintes personnelles et de bien marquer donc cette imbrication entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle qui sont très fortement imbriquées. Et enfin, donc, le projet professionnel est composé d'une troisième sphère qui concerne plus principalement donc l'environnement professionnel. Donc, il s'agit ici de connaître l'environnement dans lequel vous avez évolué jusqu'à présent et celui vers lequel vous désirez évoluer en comprenant bien les enjeux et attentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on est dans un salon de l'emploi public. L'environnement de la fonction publique, il est extrêmement mouvant. Donc, il bouge beaucoup au gré des réformes. Donc, il est important de le comprendre, de bien identifier les besoins des services, des besoins de recrutement, et donc les évolutions des missions, et de bien savoir s'ancrer au milieu de tout ça. Il faut savoir donc bien identifier ce cadre dans lequel on veut pousser son projet professionnel et quelles perspectives s'offrent à nous. Voilà, donc cette phase de définition du projet professionnel, donc il est important de prendre le temps de bien identifier donc ces trois différentes sphères à travers une phase réflexive. Il s'agit avant tout donc de réfléchir sur votre passé professionnel pour mieux aller de l'avant. Ancrer son projet professionnel, donc une fois bien identifié ce projet, il s'agit donc de rentrer dans une deuxième phase qui va être une série de questionnements. Je vous laisse la parole à Martine. Merci Luc. En effet, on entre ici dans une phase de questionnement et on va s'interroger au regard de 4 questions, notamment agir pourquoi, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Pourquoi agir? Donc pour quelles raisons? Quand agir? À quel moment? Et comment agir? Par quels moyens? Répondre à l'ensemble de ces questions va vous permettre d'avoir une première tendance de vos leviers de motivation, les premières caractéristiques de votre projet et la méthode pour vous lancer dans la démarche. Nous allons nous attarder sur chacun de ces points. Donc, agir pourquoi? Le projet professionnel vous est personnel, dans le sens où il correspond à vos motivations, à la façon dont vous vous projetez dans l'avenir et dans la vie professionnelle. Toutefois, ce projet doit être réaliste, c'est-à-dire en phase avec la réalité et les opportunités du marché de l'emploi. Il doit également être réalisable compte tenu de vos aptitudes et de vos compétences. Vous aurez à mener une réflexion personnelle pour faire un point sur vous, vous projeter et dégager les premières pistes d'évolution professionnelle.
Ce projet devra être défini et formalisé. Vous aurez à analyser le marché de l'emploi. Les métiers sont très évolutifs à l'heure actuelle, notamment avec l'essor du numérique. Donc, soyez vigilants aux métiers qui sont en perte de vitesse et ceux qui émergent. Vous aurez également à analyser les offres d'emploi dans les métiers ou les secteurs que vous visez. Analyser bien sûr les profils recherchés, les niveaux d'expérience et de compétences requis. Il vous faudra également être honnête avec vous-même sur vos capacités, vos limites actuelles, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour l'avenir, et voir si votre profil répond aux exigences de la situation professionnelle visée. Si vous détenez bien les bons savoirs, les compétences, et si tel n'est pas le cas, savoir comment les développer. En bref, il vous faudra penser en termes de plan de carrière afin de pouvoir intégrer toutes les phases d'évolution de votre projet. Après avoir vu agir pourquoi, il est temps de voir pourquoi agir. Donc pourquoi agir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit là des raisons, des déclencheurs qui vont vous conduire à envisager un projet professionnel. Ces déclencheurs peuvent relever d'un besoin de changer, un besoin d'évoluer. Vous pensez avoir fait le tour de votre poste actuel, vous vous ennuyez. Il peut également relever d'un impératif. À l'heure actuelle, on l'a vu, la fonction publique est très évolutive et il y a des restructurations. Donc, votre service peut être restructuré et entraîner la suppression de votre poste. Vous l'aurez remarqué, ce sont là des facteurs relatifs à votre poste actuel. Votre projet pourra peut-être se retrouver également freiné par des freins personnels, des freins statutaires. Les freins personnels, on y voit là souvent les croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est avant tout une perception que l'on a de soi, que l'on a des autres et de notre environnement, de ce qui nous entoure et qui devient une certitude et que l'on considère au final comme vérité. Ça peut être par exemple la crainte de ne pas réussir. Tel je ne connaîtrai jamais la réussite, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. La timidité, je n'ose pas. Le manque de considération de soi, je ne suis pas assez intelligente pour réussir. En fait, identifier ces principales pensées qui vous empêchent d'aller de l'avant va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, c'est vous-même, c'est nous-mêmes qui nous mettons tous ces blocages sur notre chemin vers la réussite. Ainsi, il peut être intéressant d'avoir des petites affirmations positives, avoir une pensée positive pour pouvoir avancer. Ainsi, ne plus dire « je ne suis pas assez qualifié », mais se dire « j'ai toutes les compétences et les capacités requises ». Transformer le « je n'ose pas » en « je me porte volontaire ». Si ces pensées ne suffisent pas, vous pouvez également vous projeter, c'est-à-dire visualiser l'aboutissement positif de votre projet. Vous projetez dans le futur en vous voyant épanoui et jouissant pleinement de votre réussite. Il y a également des freins statutaires. Toutefois, ces derniers commencent à être desserrés par les lois de 2009, 2019, la loi de transformation de la fonction publique, et ainsi permettre une meilleure fluidité de la mobilité professionnelle des agents. Enfin, de votre projet professionnel, vous pourrez en retirer des plus-values. Par exemple, vous construire un parcours professionnel riche avec des expériences diversifiées, avoir une compréhension plus affinée des enjeux et des défis des missions exercées au sein de la fonction publique dans sa globalité, dans les 3 sphères, développer des compétences que l'on dit transversales et transférables. Celles qui sont appréciées actuellement sont notamment l'adaptabilité, la souplesse et la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit. Alors maintenant, voyons quand agir. Quand agir? Là, il s'agit de déterminer le moment qui sera le plus opportun pour vous au regard de votre situation personnelle pour savoir à quel moment vous pouvez engager votre démarche. Toutefois, il y aura certaines considérations qui vont vous amener à accélérer votre démarche, à l'enclencher plus rapidement. Ça peut être, par exemple, un avancement ou une promotion qui engendre un changement de poste. Un état de santé, malheureusement, qui va rendre votre poste actuellement occupé incompatible. En fait, toutes les raisons sont personnelles. Votre démarche peut également être ralentie. Par exemple, vous êtes engagé dans une mission
que vous souhaitez mener à terme. Votre conjoint, par exemple, attendait une mutation qu'il n'a pas eue, donc ça peut avoir des freins également sur votre projet à vous. Une fois que vous aurez arrêté quand agir, là, vous allez pouvoir entrer dans le cœur de la démarche avec comment agir. Ainsi, pour agir sur votre projet professionnel, cela suppose une certaine motivation et un certain état d'esprit. En effet, un projet professionnel va induire un changement. Et là, il va falloir voir votre façon d'appréhender le changement. Certaines personnes vont pouvoir voir le changement comme une opportunité, alors que d'autres vont le voir comme une crainte, une peur de ne pas y arriver. Ainsi, vous pourrez agir sur cette crainte en vous rapprochant peut-être d'un professionnel qui pourra vous aider dans la définition et la mise en œuvre de votre projet avec l'apport de méthodes, de conseils et d'outils. Il vous faudra bien sûr conduire une réflexion, comme vous l'a dit Luc tout à l'heure, notamment faire un point sur votre situation, vos sources de motivation, être bien au clair avec vos buts, vos priorités, vos valeurs. En gros, construire dès maintenant les ressources dont vous aurez besoin pour la suite. Pour cela, il vous faudra repérer, évoquer et vous mettre en mémoire différents éléments. Votre histoire, votre parcours professionnel, faire un bilan de votre expérience, de vos différentes expériences. Identifier tout ce que vous savez faire et dans ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Cela vous demandera d'être factuel, de prendre de la distance, de la hauteur, mais également prendre un temps pour mener cette réflexion afin de pouvoir arriver à votre réalisation, à la concrétisation de votre projet. Ainsi donc, passer d'une réflexion rétrospective vers une réflexion prospective. Tout à fait. Donc, effectivement, comme le dit Martine, nous sommes dans une phase actuellement, après avoir identifié donc ces trois sphères du projet professionnel, dans une phase de réflexion rétrospective. C'est un peu comme réaliser donc un état des lieux, donc avec ces trois sphères. Et cet état des lieux va vous donner donc un certain nombre de mesures, un certain nombre de moyens d'agir qui vont vous permettre d'avancer dans l'élaboration de votre projet professionnel. Pour le bilan, par exemple, de vos expériences professionnelles, vous allez arriver à identifier donc des compétences qui vont vous permettre donc de valoriser donc votre projet. Pour la phase de bilan personnel, vous allez identifier des leviers de motivation qui sont centraux donc dans cette élaboration. Et pour la connaissance donc du marché et de l'environnement de travail, vous allez avoir l'occasion d'identifier donc une connexion possible entre vous et la réalité du marché du travail. Tous ces bilans donc constituent cette phase rétrospective qui est très important donc de prendre un certain temps à ce niveau-là. Donc notamment à travers un temps de réflexion qui va être centré autour d'un certain nombre de questions qui sont encore une fois très propres à chacun. Donc notamment, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel secteur, est-ce que vous préférez travailler seul ou en équipe, quelles sont vos contraintes, pourquoi est-ce que vous portez ce projet. Ce temps de réflexion est vraiment propre à vous-même. Prenez le temps de bien l'effectuer. Car donc cette phase de réflexion rétrospective va vous permettre d'aboutir à une réflexion, une posture de réflexion prospective. Donc là, cette réflexion prospective, cette seconde étape, va vous permettre donc de s'assurer que votre projet est faisable. Pour qu'un projet soit faisable, il faut bien avoir en tête qu'il doit répondre à deux critères principaux qui soient la réalité du projet et la réalisation du projet. Donc il doit être réaliste et réalisable. Cette phase de réflexion prospective, elle va s'ouvrir en fait avec une phase un peu d'étude de faisabilité. Il va s'agir avant tout donc de mesurer l'écart entre vos acquis, donc vos compétences, qu'on a vu dans la phase de bilan professionnel, et les attentes donc du monde du travail, des recruteurs vers lequel vous souhaitez évoluer. Cet écart, il peut donc se combler notamment avec un besoin de formation qui peut être donc analysé et qui peut être donc mis en œuvre. Il faut également savoir où chercher, auprès de qui, et savoir potentiellement s'entourer d'outils. Donc les outils sont aussi essentiels dans l'élaboration d'un projet professionnel. Donc voilà, il faut aller dans cette phase de réflexion prospective en gardant en tête également qu'il ne faut pas se poser trop de limites. Il faut savoir oser et aller de l'avant. Voilà. Donc cette phase va nécessairement donc mener à l'élaboration qui est principale dans un projet professionnel d'un plan d'action. Effectivement, un plan d'action va vous permettre de réussir. Il faudra bien sûr garder en objectif vraiment le métier, le projet visé. Ensuite, vous aurez à mobiliser des moyens et des méthodes.
donc notamment du temps. Du temps, peut-être vous réservez des créneaux dans votre agenda pour vraiment vous focaliser sur votre projet. Vous consacrez également un budget pour suivre une formation, pour pouvoir avoir les bonnes compétences, souscrire un abonnement à un site web, par exemple, spécialisé dans le domaine que vous visez, mettre en valeur votre capital compétences, vous entraîner à en parler, présenter vos différentes expériences, ne pas oublier vos outils de communication, qui sont le CV, la lettre de motivation. Également, par rapport au marché de l'emploi, repérer les offres qui peuvent vous intéresser, savoir les analyser et postuler si besoin. Enfin, peut-être aussi améliorer vos méthodes d'entretien. Si vous avez un réseau professionnel, l'entretenir, mettre à jour votre carnet d'adresses, reprendre contact peut-être avec certaines personnes et leur faire savoir ce que vous recherchez. Celles-ci pourront peut-être vous être d'un bon appui. Il vous faudra vous fixer des délais. Donc en fait, il vous faudra peut-être établir un rétro-planning en fonction de la date de concrétisation de votre projet. À compter de cette date, remontez en arrière afin de planifier les différentes étapes, les jalons qui peuvent vous permettre de mener à bien votre projet. Enfin, pour voir si vous êtes dans le bon timing, vous pouvez peut-être installer un contrôle de vos résultats afin de pouvoir réajuster ou réorienter vos démarches. Ainsi, peut-être vous avez lancé les candidatures, voir si vous avez des réponses, dans quel délai. Tout ça peut vraiment remettre en cause votre plan. Mais bon, pour tout ça, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité également de vous faire accompagner par un professionnel. Donc, c'est le travail. Et la rencontre avec un professionnel, donc vous avez vu que l'élaboration d'un projet professionnel, c'est un sujet qui est vaste, qui peut être un peu complexe. On ne sait pas toujours forcément comment commencer, comment organiser, comment obtenir une méthodologie propre à tout ça. Donc, on vous incite aujourd'hui et dans votre projet professionnel à fortement donc rencontrer un professionnel de l'accompagnement. Ces professionnels donc vont avoir différentes appellations selon les structures dans lesquelles ils évoluent. Donc, généralement, vous allez trouver l'appellation conseiller mobilité carrière. Ça peut être des conseillers en évolution professionnelle ou des conseillers en ressources humaines. L'avantage de rencontrer un professionnel de l'accompagnement, ça va vous permettre de faire un point sur votre situation professionnelle et d'établir donc ce projet avec donc un apport de connaissances, d'outils et de méthodologies qui soient un peu plus spécialisés, notamment sur les aspects statutaires ou sur les différents dispositifs qui existent au sein de la fonction publique. Il peut toucher différentes thématiques. Ce n'est pas forcément que sur la thématique mobilité, ça peut être également sur la préparation sur un concours ou sur des dispositifs de formation longue. Il faut savoir des choses que les gens ne savent pas forcément dans la fonction publique, que c'est un droit pour tous les agents du secteur public de rencontrer un professionnel de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller aujourd'hui sur le stand, encore une fois, qui est à votre disposition pendant le salon, où vous pouvez identifier donc un certain nombre de conseillers mobilité carrière qui sont à votre disposition et qui donc aussi peuvent vous orienter vers ceux qui sont dans votre structure. Si jamais votre structure ne bénéficie pas donc d'un professionnel de l'accompagnement, n'hésitez pas également à en référer au sein de la PFRH qui peut vous accompagner dans ce projet-là. Également donc, pour mettre en place ce projet professionnel, donc vous allez avoir besoin de plusieurs outils qui peuvent vous être utiles. Donc, nous allons mettre ce diaporama sur l'espace ressources du stand CMC qui sera à votre disposition. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens qui vous renverront sur les documents. Il y a également certains documents qui sont déjà sur place. Donc là, c'est une liste qui est très exhaustive sur les différents outils et les liens qui peuvent vous être utiles dans votre projet. Donc notamment la place de l'emploi public, donc qui est devenu l'espace central pour la publication des fiches de poste dans la fonction publique. Les guides de la DGAFP, notamment sur le projet de mobilité professionnelle qu'on vous incite fortement à consulter, dans lequel vous retrouverez un ensemble d'informations théoriques, mais également des outils très pratiques pour vous aider à élaborer justement ces phases de bilan professionnel, personnel et d'environnement. Une fiche donc sur l'élaboration du projet professionnel récapitule un petit peu tout ça du CEDIP. Donc le CEDIP, c'est une entité du CNVRH qui est spécialisée dans la documentation. Et ensuite, donc, nous avons des outils qui sont fort utiles, notamment dans les thématiques de concours et de mobilité, dans la fonction publique, notamment donc le dictionnaire interministériel des compétences de l'État,
le répertoire interministériel des métiers de l'État et le répertoire des métiers au plus large, donc dans lequel vous pouvez trouver également les attentes en termes de compétences notamment qui sont assez intéressantes. Et enfin, donc, vous avez également, on vous a mis un certain nombre de sites internet pour affûter vos outils pour partir en guerre, notamment le CV, qui est toujours une étape un peu compliquée généralement pour les candidats. Voilà. Donc le diaporama sera à votre disposition après la conférence sur l'espace ressources. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, construire votre projet professionnel, ça s'anticipe, ça demande du temps et vous devez être proactif. En effet, comme on l'a vu, plusieurs étapes sont nécessaires. Donc déjà, mieux savoir qui vous êtes, identifier vos qualités, vos compétences et vos talents. Tout ça pour en avoir conscience, pour avoir confiance en vous et pour mieux les promouvoir. Il vous faudra également explorer votre appétence professionnelle, vos envies en termes d'emploi, mais aussi de secteur, de structure. Il vous faudra faire preuve de curiosité, être à l'écoute et en veille à l'égard de votre environnement professionnel. Attention à l'évolution des métiers avec l'essor numérique. Intégrez-vous à des réseaux d'information. Tout ça pour pouvoir rencontrer des professionnels du secteur visé, vérifier la faisabilité de votre projet, préparer votre plan d'action, repérer le marché de l'emploi. N'hésitez pas à solliciter, mobiliser les ressources, qu'elles soient internes, externes, des ressources d'accompagnement. En bref, s'il n'était que 3 idées clés à retenir de cette présentation, celle-ci serait un projet réaliste et réalisable, un fort investissement, une réflexion rétrospective, puis prospective. Nous arrivons au terme de cette conférence, donc nous vous remercions pour votre attention. Nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions via le chat. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble, nous vous invitons à nous rejoindre sur le stand des CMC. Martine, je ne sais pas si tu as ta caméra du coup. Ouais, attends, je vais la mettre. Alors, on a une bonne série de questions. Alors, on va essayer de répondre à un maximum, hein. Je vois qu'on est ravis, il y a plein de questions. Je te propose de les lire, Martine, et puis on répond ensemble. Alors, Elodie. Donc, Elodie nous dit bonjour, je voudrais me reconvertir dans un poste administratif. Oh, ça bouge, excusez-moi. Et je voudrais savoir ce qu'il faut que je fasse actuellement. Je suis adjoint technique au sein d'un ministère. D'un MES catégorie C. D'un MES catégorie C. Donc je suppose. Ouais. Elodie, je suppose que vous êtes militaire actuellement. Non, vous êtes au sein des ministères de l'armée. Parce que vous me parlez d'un MES. Donc, c'est administratif. C'est pénible que ça bouge. Ça bouge beaucoup les questions. Alors, je connais un petit peu, donc du coup le MES. Martine, tu m'entends? Pardon, excuse-moi, j'étais en train de reprendre la question parce que ça bouge sans arrêt. Donc, vous reconvertir sur un poste administratif. Alors vous êtes. Moi, ça coupe, hein, Martine, je t'entends assez mal. Ben, moi, j'ai l'impression que mon image se fige. Oui, mais faut pas regarder la vidéo, en fait. Écoutez, Elodie, je pense que c'est du coup, a priori, c'est plutôt un corps du ministère des Armées, c'est ça, Martine? Ben, pour moi, je dirais que la personne travaille, oui, au sein du ministère des Armées. Bon, après, ça n'a pas d'incidence sur la possibilité d'accéder au corps administratif. Là, il va falloir vous rapprocher quand même de votre CMC, mais surtout du service RH de proximité, afin de voir avec eux quelles sont les possibilités qui vous sont offertes.
Bon, après, il y a la possibilité via les examens professionnels. Après, il faut voir si vous souhaitez vous engager dans ces démarches. Parce que ça va vous demander du temps également. Préparer un examen, bon, c'est assez compliqué. Ça peut l'être. Toutefois, il y a des préparations examens concours qui sont mises en place justement pour ça. Donc, voyez quand même avec votre structure d'accueil. Merci Martine. Alors, deuxième question, actuellement titulaire, ça bouge encore. Alors, je remonte. Actuellement titulaire agencé de la fonction publique d'État, je souhaiterais me réorienter professionnellement, toujours en agencé, mais j'ai du mal à savoir par quoi commencer, si ce n'est faire un bilan de compétences dans un premier temps. Alors, Lucie, merci pour votre question. Donc, effectivement, c'est jamais simple de savoir se réorienter. Donc, on espère que la conférence vous aura apporté un petit peu des briques par rapport à justement cette réflexion, cette méthodologie pour construire votre projet. Donc, vous évoquez le bilan de compétences. Alors, un peu méfiance, j'ai envie de dire. Ça peut être une solution effectivement, mais le bilan de compétences va pas forcément toujours répondre à toutes vos attentes. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est payant, qui est pas toujours facile à obtenir au point de vue des gestions locales RH. Donc, je ne sais pas dans quel ministère vous êtes. Vous êtes dans la fonction publique d'État apparemment. Ce qui serait intéressant effectivement pour vous, Lucie, ce serait peut-être de contacter donc votre conseiller mobilité carrière si vous en avez un, ou la PFRH, qui pourrait déjà donc peut-être définir avec vous en fait votre projet professionnel et voir quelles sont les pistes qui s'offrira à vous, parce que du coup ils connaissent bien l'environnement et voilà. Donc du coup je pense que ça pourrait déjà vous apporter une première brique de réponse. Voilà. Encore une fois de consulter. N'hésitez pas à solliciter sur le stand encore une fois de la PFRH. Alors, on prend la prochaine question, Martine. Je la lis, si ça te va. Bonjour, Oui, suite à oui. des soucis de santé. Bonjour, suite à des soucis de santé, je réfléchis actuellement à un changement de poste et de projet. Alors, Luc, si tu permets, on va pouvoir répondre à Magali, mais également à Elodie Lorion qui apporte un complément à Oui, sa question de tout à l'heure. Elle oui, précise que d'accord. c'est en raison de soucis de santé. Donc, quand il s'agit de soucis de santé, bien souvent, voyez quand même votre service RH qui va vous accompagner dans un repositionnement, un reclassement de poste. Donc là, normalement, c'est d'abord vos services RH qu'il faut solliciter. Voilà ce que je peux vous en dire. Bon, bien sûr, vous faire accompagner d'un CNC pour éventuellement voir ce qui vous intéresserait, mais je pense que ça relève quand même de vos services de proximité pour pouvoir vous reclasser. Alors après, bonjour à tous, bonjour, vous êtes gentils, vous nous avez tous dit bonjour. Bonjour Dominique. Alors, ça bouge énormément. Bonjour, alors Dominique, bonjour, en poste au sein d'une préfecture depuis 5 ans en catégorie B, je souhaite changer d'administration. Quel type de formation me serait utile? Alors bonjour Dominique. Alors du coup, tout dépend. C'est vrai que des formations, il peut y avoir, ça peut être très adapté par rapport à un type de poste très spécifique que vous pouvez viser, qui va nécessiter des formations plutôt techniques ou plutôt spécifiques. Et là, dans ce cas, j'aurais du mal à vous à vous répondre. En revanche, c'est vrai que si vous partez donc en catégorie B sur un autre poste, il y a des compétences qui restent tout à fait transférables. Martine en a parlé pendant la conférence, qu'il faut pas hésiter donc à développer, si vous le pouvez, donc auprès notamment des PFRH ou si vous êtes en préfecture, ouais, donc du coup ce serait plutôt PFRH. Sur Saphir, qui dispose d'un catalogue de formation régulièrement mis à jour, donc justement, et qui peut vous apporter donc notamment des compléments si vous sentez que vous aviez un besoin de développer certaines compétences, notamment transversales, je pense plutôt. Voilà, ce serait plutôt des choses comme l'adaptabilité ou par exemple des choses, le numérique, c'est des aspects qui sont vraiment très importants aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est difficile sans avoir du coup un poste défini de vous répondre sur un plan de formation précis à ce niveau-là. Martine, tu avais quelque chose d'autre tu n'hésites pas, Martine, si tu as quelque chose à rajouter. Bon. Il y avait Vincent qui avait répondu à Dominique et qui l'invitait à rencontrer son CNC. Bien sûr, les formations seront en fonction du poste qui vous intéresserait. Donc là, c'est vrai qu'il n'est pas évident de répondre justement à cette question. Mais faites un point, oui, comme vous le dit Vincent, avec un CNC
pour pouvoir élaborer justement un projet professionnel et voir avec lui quelles questions peuvent vous être, quelles formations peuvent vous être proposées. Alors, ensuite, on a Agence de l'eau Bernard. Alors, je crois que je connais celle-là. Bonjour à toutes et tous. Je suis dans la fonction publique d'État en catégorie B et mon projet est de changer de département et de connaître les opportunités qui peuvent s'offrir à moi avec les changements qui s'annoncent, prête à apprendre un autre métier. Donc, j'ai eu Madame Bernard au téléphone ce matin. Pour information, on a fait un point là-dessus. Donc, pour répondre, c'est intéressant quand même de répondre en public. Donc, effectivement, catégorie B, on a évoqué, c'est une catégorie B administrative. Donc, les possibilités qui s'offrent désormais avec les structures interministérielles comme les SGC, qui seraient intéressantes, notamment sur les aspects RH ou comptabilité ou logistique. Ça peut vous ouvrir des opportunités à ce niveau-là. Après, il faut pas hésiter à, comme on disait, à oser. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir de la curiosité et à aller voir donc régulièrement la place de l'emploi public, juste pour vous acculturer à la disponibilité, à l'environnement au marché du travail en fait et les postes qui sont disponibles et notamment regarder les fiches de poste pour voir les compétences qui sont attendues dans les corps dans lesquels vous êtes actuellement. Et voilà, s'il y a un besoin après, vous pouvez effectivement adapter en vous rapprochant des CVRH ou de la PFRH avec des besoins de formation. Alors, ah ben, il y avait Sarah qui avait répondu. Ah oui, en fait, on avait déjà des modérateurs. Alors, enseignante Ensuite, depuis on 20 a ans. Sabrina. Oui. Bon, je l'ai dit, enseignante depuis 20 ans et directrice d'école depuis 12 ans, je souhaite changer de ministère, de métier, tout en restant dans la fonction publique et si possible en catégorie A. Quelles sont les opportunités sans concours et avec concours? Et enfin, si concours, vaut-il mieux préparer l'externe ou l'interne? Alors, Sabrina, dans un premier temps, moi, si vous voulez changer de ministère, je vous invite justement à consulter la PEP, à relever les offres qui peuvent vous correspondre ou vous intéresser, présenter votre candidature. Il me semble que vous êtes soumis, si vous êtes déjà attaché à une catégorie A, je ne sais pas si vous êtes assimilé au CIGEM. Dans ce cas-là, normalement, il n'y a pas trop de difficultés pour aller d'un ministère à un autre. En théorie, sur papier, la réalité n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais vous consultez déjà la PEP dans un premier temps et portez votre candidature. Ça, vous pouvez peut-être avoir une bonne réponse. Ensuite, les opportunités sans concours. Bon, sans concours, c'est par le biais des candidatures. Avec concours, oui, éventuellement, dans ce cas-là, privilégiez peut-être l'interne. Alors, Sabrina nous dit qu'elle ne connaît pas le CIGEM. Alors, c'est ce qui est... Ah non, le CIGEM, c'est un mode donc c'est un corps en fait, c'est le corps des attachés qui est régi en fait au niveau du Premier ministre, il me semble. Et du coup, c'est un corps en fait qui est interministériel, c'est-à-dire que les attachés d'administration de l'État peuvent officier dans différents ministères en fait, et du coup, ça permet d'ouvrir plus de possibilités, notamment dans les mobilités, sans partir notamment en détachement. Parce qu'on trouve donc des attachés dans quasiment tous les ministères d'État. Donc du coup, ça ouvre en fait des possibilités de mobilité qui sont plus fortes et sur le même corps. En fait, du coup, ça vous évite de partir notamment en détachement ou dans des choses comme ça. Voilà. Je t'ai peut-être coupé la parole, Martine. Tu m'excuses. J'ai un temps de retard. Non, t'as pas bien répondu, pas de souci. Ok. Alors, plan d'action. Auto-formation, plan d'action, auto-formation plutôt sur un poste visé sans être certain de l'obtenir ou d'être recruté. Oui. Alors Martine, je comprends pas trop la question en fait. Je pense que c'est l'idée, c'est de dire dans un plan d'action quand tu n'as pas un poste. Enfin, je sais pas. Ouais, en fait, c'est comment se préparer, en fait, j'imagine, pour aller sur un poste, en fait, sans être sûr de l'obtenir. En fait, où on n'a peut-être pas toutes les chances d'avoir, je sais pas. Oui. Alors déjà, si vous visez déjà un poste qui est actuellement occupé et qui est susceptible de se libérer, peut-être contacter la personne qui l'occupe actuellement pour savoir ce qui est vraiment attendu sur le poste.
prendre attache avec la personne contact sur la fiche de poste si tel est le cas. Et ensuite faire un point par rapport à vos connaissances à vous, ce que vous savez faire, et si il manque, si vous ne cochez pas toutes les cases, dans tous les cas on ne coche jamais toutes les cases, voir quelles formations sont disponibles, soit sur Saphir, ou alors peut-être, pour vous, oui, ça va être également au sein du CVRH, les formations qui pourraient vous aider justement à pouvoir vous sentir plus à l'aise pour répondre, pour candidater. Après, nous, je sais qu'on a des petites formations qui sont disponibles en ligne via une plateforme Sifod. Ensuite, il existe pas mal de MOOC. Donc là, on fait un peu de pub pour les plateformes, mais bon. Voilà, où vous pourrez peut-être trouver des thèmes qui peuvent vous intéresser. Mais là, il faut quand même pouvoir déjà cibler un petit peu le poste qui vous intéresse avant de vous lancer dans toutes les directions. Luc, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, Martine. De toute façon, je suis toujours d'accord avec toi, Martine. Alors ensuite, on a une série de questions sur le CPF. Donc, Martine, merci d'avoir répondu. Martine a mis un lien, Martine Leprat, donc a mis un lien d'ailleurs qui renvoie sur Service Public. Effectivement, allez voir ce site qui est très bien fait, qui vous donne beaucoup d'informations sur le CPF. Et Christina nous demande, est-ce qu'un fonctionnaire a droit à un CPF? Donc oui, bien sûr que vous avez droit à un CPF. Donc du coup, tout ce qui est, donc vous avez droit à 150 heures normalement qui sont disponibles sur moncompteformation.fr si je dis pas de bêtises. Donc le CPF dans la fonction publique, c'est vrai que c'est un petit peu plus particulier parce que du coup, on a souvent des instances de formation qui sont propres à certains ministères ou à certaines structures qui ne mobiliseront pas forcément votre CPF. En revanche, vous avez tout à fait le droit de demander en fait à avoir des formations et de mobiliser votre CPF pour ça. N'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de vos services formation locaux et qui vont vous donner des renseignements à ce niveau-là et bien identifier donc en amont les formations que vous viseriez avec le CPF parce que tout n'est pas non plus finançable. Voilà. Alors, un grand merci Muriel. Les démarches pour bénéficier d'un PPR. J'avoue que je ne sais pas. PPR, Martine? Je ne sais pas ce qu'est le PPR. Je me suis posé la question, je ne sais pas ce qu'est le PPR. Si vous pouvez nous envoyer un petit mot pour nous dire ce que c'est. Je suis désolé. Alors, il semble qu'il n'y ait plus créneau pour voir. Alors, il semble qu'il n'y ait plus créneau pour rencontrer la CMC. Oui, je crois qu'on a été victime de notre succès. Mais bon, faut pas hésiter à vous rendre sur le stand et poser des questions. On peut s'arranger. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on trouvera un créneau quand même. Moi, je peux me rendre disponible après 15h30, si ça peut intéresser. Merveilleux. Merci Martine encore pour le CPF, pour ces informations. Malika, merci, j'ai pris note, je vous en prie. Yves Duron, merci beaucoup d'assister à la conférence, avec plaisir. Donc, Luc nous a répondu, merci pour un. Bonjour Marie, merci. Merci. Alors, je ne connais pas le SIGEM. Bon, on a répondu. Comment ça va sur préparatoire de reclassement, PPR. Pardon. Alors là, on a une question. Naïma a répondu, le PPR serait une période préparatoire de reclassement. Alors là, j'avoue que je ne connais pas, moi. Ouais, moi non plus. Là, il faudrait peut-être, on peut en parler dans le stand effectivement s'il y a des réponses un peu plus précises. Je vous invite, Naïma, si vous avez à réitérer la question sur le stand et puis on va voir peut-être qu'il y a des personnes, des conseillers qui seront plus professionnels sur ce côté-là. Il nous reste plus grand temps. Il nous reste 6 minutes. Donc on va répondre à la question peut-être de Sonia. Alors bonjour, je suis actuellement sur un grade d'attaché administratif au sein d'une collectivité territoriale dans le domaine du transport. Je souhaiterais changer de domaine, mais à chaque entretien sur les postes auxquels je postule, on privilégie les personnes opérationnelles immédiatement. Ce que je peux comprendre, mais réduit fortement le champ des possibles. Même si j'avance lors des entretiens, la possibilité à faire des formations, de me former, que puis-je faire? Merci pour votre réponse. Alors ça, c'est ouais, c'est une vraie question.
c'est vrai que c'est un peu le souci, hein, dans tous les cas, de postuler sur des postes comme ça. C'est une vraie problématique de recrutement. Je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à jouer le jeu, malheureusement, du recrutement et de montrer que vous avez toutefois, enfin, vous avez, même si vous êtes effectivement peut-être pas opérationnel sur le coup, bah, il faut pas hésiter quand même à vraiment aller de l'avant sur vos compétences que vous avez, celles qui sont transversales, comme l'a dit Martine, transférables, et montrer que effectivement vous êtes peut-être pas opérationnel dans le domaine cité, mais que vous avez plein d'autres compétences qui peuvent être mises en avant rapidement et qui vont contribuer justement à vous rendre opérationnel au plus vite et voilà plus. Mais après c'est vrai que ça malheureusement c'est un besoin des services et c'est un peu compliqué d'avoir une réponse toute faite parce que je sais pas s'il y a vraiment un plan d'action. Enfin, quand on est dans le recrutement, on joue un peu un jeu en fait. Hein, donc on répond et puis après malheureusement, bah, il n'y a pas toujours, on n'a pas toutes les caractéristiques en main pour aller jusqu'au bout. Il faut se donner la meilleure chance possible vraiment en aiguisant ces outils justement, bah, CV, lettre de motivation, référer à des expériences, les quantifier, les valoriser et vraiment montrer que vous avez cette capacité à vous adapter au plus rapidement et aller de l'avant. Martine, je sais pas si tu as d'autres réponses. Tu as très bien fait. Merci Martine. Martine, merci beaucoup pour le SIGEM aussi qui nous a renvoyé donc effectivement un lien sur fonctionpublique.gouv.fr. Peut-on avoir une formation sans être sûr d'avoir le poste? Exemple formation QGIS que je n'utilise pas sur mon poste actuel. Là, j'en vois pas l'intérêt au final de faire une formation QGIS, à moins que vous visiez un poste qui nécessitera d'intervenir sur QGIS. Sinon, Je crois que c'était ça l'idée en fait. Hein. C'était effectivement elle que ouais. Et je sais pas. Il y a des priorités, il y a quand même des critères de sélection pour les formations généralement. Enfin, en tout cas au CVRH. Et généralement, c'est plutôt réservé à des agents en poste, hein, si je dis pas de bêtises, Martine. oui, en théorie. Après, s'il reste encore de la place, rien n'interdit cette personne de se porter candidate pour la formation. Et après, elle verra si elle est retenue ou pas. Mais s'il y a de la place, autant compléter une session. Oui, c'est pour ça, Mais Madame oui, Bernard, là, hésitez pas à contacter si vous voyez une annonce de formation sur Oops, n'hésitez pas à contacter la chargée de formation et puis vous verrez, hein, de toute façon, si c'est possible ou pas. Hein, il y a pas de, vous avez rien à perdre entre guillemets. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je pensais pas qu'on y arriverait. Je me souviens qu'il y en avait beaucoup, mais ça m'a l'air d'être. Je crois qu'on est arrivé au bout. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions et que, en tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller sur le stand, hein, encore une fois, donc à les poser. Vous avez à votre disposition une armée de CMC qui sont motivés et motivants, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, il y a Evelyne qui vient de nous poser une question. Par contre, il nous reste 3 minutes, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce qu'il est possible de devenir enseignant spécialisé sans avoir été enseignant avant? VAD possible? Quelle formation? Concours? Quelles exigences pour pouvoir passer le concours? J'aimerais travailler en RASED. J'ai 20 ans d'expérience en éducation spécialisée et en remédiation scolaire. je pense que là, oui, il y a possibilité de faire valoir une valorisation des acquis. Hein. Ouais. Donc là, sans passer par concours, je pense. Après, je pense qu'il serait peut-être préférable de vous adresser au CMC de l'Éducation nationale qui en connaissent mieux que nous. Donc sur notre stand de CMC, nous avons des collègues hein, justement qui sont de l'Éducation nationale. Donc si vous pouvez les avoir, sinon on peut leur transmettre votre question et puis voir s'ils peuvent se rapprocher de vous pour pouvoir vous apporter les réponses nécessaires. Il existe des types de concours hein, aussi hein, qui sont un peu adaptés justement à des profils comme ça, qui sont davantage axés sur l'expérience professionnelle, notamment les concours sur titre ou épreuves. Donc là, j'ai pas de réponse par contre sur l'éducation nationale et effectivement, comme dit Martine, je vous renvoie vraiment vers nos collègues qui pourront vous en dire plus à ce niveau-là, parce que du coup, c'est spécifique. Mais en tout cas, il y a une volonté hein, de plus en plus de prendre en compte effectivement l'expérience professionnelle des agents dans la fonction publique. Donc effectivement, ouais, VAE, c'est une possibilité, mais après, est-ce que ça ouvrira le concours? Je suis pas sûr. Donc voilà, à suivre, avoir un complément d'information par nos collègues.
je pense qu'on va devoir par contre clôturer. C'est pas qu'on ne veuille pas rester, mais on nous pousse un peu dehors. Bah écoutez, en tout cas, moi, je t'ai ravi aujourd'hui de faire cette conférence avec vous, avec Martine. Hein, c'est toujours un plaisir. Voilà, je suis navré de pas vous répondre à toutes les questions, mais encore une fois, voilà, vous avez ce stand qui est à votre disposition pour les 2 prochains jours. Et puis, ben, à bientôt pour certains. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous contacter si besoin.